Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Sasa. Et cette semaine, nous allons vous rappeler un peu l'actualité de la radio, aussi les concours, et on va répondre à quelques questions, notamment qu'elles soient par email, par courrier traditionnel ou encore par les réseaux sociaux. On en parlera un petit peu plus tard peut-être, mais vous savez qu'il y a un nouveau réseau social qui nous a rejoint depuis plus d'un mois maintenant, et ça marche plutôt bien, donc on vous en reparlera aussi un petit peu aujourd'hui, je pense. Mais avant, peut-être qu'on va vous rappeler les concours. Pour commencer ? Tout à fait. Alors, le concours du mois de janvier, la question, c'est quelles sont les personnalités politiques qui sont actuellement visées par des tentatives de destitution ou de révocation à Taïwan. Et donc, il y aura 5 cadeaux, 5 ananas tricotés. Attention, non, ça ne sera pas à manger. Ah zut, j'avais faim moi. Surtout que les ananas taïwanais sont très bons. Donc ça c'est pour le concours trimestriel. Hein. Non, ça c'était pour le concours mensuel. Et c'est toi qui vas nous parler du concours trimestriel janvier, février, mars. Oui, et il s'agit en fait d'une question qui nous envoie tout droit dans le ciel, puisqu'il s'agit d'une question sur un satellite. Et on vous demande quel type de données le satellite Formosat 8 renvoie-t-il depuis sa mission en orbite. Il a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, vous avez 3 possibilités de gagner des cadeaux qui sont des carnets de notes magnifiques avec une illustration de Tyufen, l'emblématique fausse inspiration de Miyazaki, pour ceux qui connaissent l'histoire de Tyufen. Mais en tout cas, j'ai vu les carnets, ils sont vraiment très très beaux, donc ça vaut le coup de participer. Voilà donc pour les concours. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je voulais vous parler un petit peu d'Instagram aujourd'hui, très rapidement, parce que je pense que c'est intéressant pour vous de vous abonner à ces contenus, à cette version un peu différente de la radio qu'on essaie de vous présenter depuis maintenant quelques semaines, grâce au travail formidable qu'a fait Eva. On en avait parlé à l'époque lors d'un courrier où elle était venue se joindre à nous, et c'était donc très intéressant son travail, parce qu'elle a donné vraiment une approche assez moderne et jeune à notre contenu RTI, et ça a l'air d'avoir plu à beaucoup de monde, puisqu'il y a eu beaucoup d'abonnés. On atteint déjà quasiment on a dépassé je crois les 1500 abonnés déjà. Waouh, super. Et puis on a reçu des retours d'auditeurs aussi qui nous ont dit qu'ils avaient bien aimé. Oui, voilà, donc on a repris, on continue à essayer de publier régulièrement sur ce média. Les vidéos très personnelles que faisait Eva, pour l'instant, on n'en fait pas parce que ça prend énormément de temps et qu'on n'a plus de personnes attitrées à ça à la journée. Mais on va essayer de refaire des contenus en tout cas, et on va surtout multiplier, je pense, les vidéos pour vous partager en fait nos émissions avec des extraits directement en réel sur Instagram. Donc c'est un peu l'annonce aussi d'aujourd'hui. En fait, on va généraliser ces posts. On va, si vous étiez sur Facebook avant et que vous vous souvenez de ces images rouges en format cartouche en tout cas, cette fois-ci on va essayer de tout changer, de faire toutes nos émissions sous ce format d'extrait. D'accord. Donc vous aurez 3 extraits en moyenne par jour. Toutes nos émissions ? Ouais. Waouh, ça va représenter quand même un sacré travail. Oui, voilà, merci. Ça va être, je vais principalement moi qui vais m'en occuper. Alors si vous avez des interviews, si les autres animateurs ont des interviews qui veulent faire des extraits d'interviews, on pourra les partager, mais en général, je vais faire des sélections moi-même. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est la grande annonce, ça a été décidé cette semaine. Donc voilà pour cette information-là. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, à répondre, à surtout donner des commentaires, parce que liker et donner des commentaires sur Instagram, c'est très important pour que la visibilité en fait de la publication. Donc n'hésitez pas, et voilà, partagez bien sûr aussi en story ou autrement, comme vous voulez. Ça nous fera toujours plus de visibilité, et ça laissera la voix de Taïwan plus visible dans le monde francophone. Ok, merci pour cette petite annonce bien sympathique. On va passer maintenant aux questions des auditeurs. Alors, on a eu des questions passionnantes. On a préparé vraiment des choses très intéressantes qui nous ont fait découvrir plein de choses à nous-mêmes également. Alors, je vais tout d'abord répondre à une question de Jacques Augustin qui nous a demandé comment fonctionne le milieu carcéral à Taïwan, si les détenus travaillent, si les prisons taïwanaises sont surpeuplées et si l'on favorise une réinsertion dans la société
avant la libération avec un emploi obligatoire avant toute sortie. Alors, à Taïwan, comme en France d'ailleurs, il y a plus de détenus que de places en prison, mais ça dépend des régions. Alors, globalement, mi-2025, il y avait 63 000 détenus environ à Taïwan, un peu plus que les 60 000 places disponibles. Mais la situation n'est pas aussi grave qu'en France, parce que, en fait, ce que j'ai découvert en faisant des recherches, donc, c'est que le nombre de places de prison en France, c'est étonnamment quasiment le même qu'à Taïwan, donc 62 000, alors que Taïwan est 3 fois moins peuplé. Et en France, il y a 62 000 places donc pour 86 000 prisonniers. Donc la surpopulation carcérale est beaucoup plus grave en France. Alors à Taïwan, ça contribue aussi quand même à dégrader les conditions de vie. En France, c'est à peu près 2 à 3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, tandis qu'à Taïwan, les cellules sont plus grandes, mais elles peuvent accueillir 16 à 20 prisonniers qui n'ont en général que 2,3 à 3 mètres carrés par personne actuellement. Donc ça peut être difficile à vivre, notamment en été quand il fait vraiment très très chaud. Alors en ce qui concerne le travail des prisonniers en prison, oui, donc ils travaillent dans des ateliers. Certaines prisons fournissent des entreprises extérieures, mais ce sont vraiment des tâches simples, par exemple assembler des pièces électroniques, fabriquer des cintres, des emballages, des sacs en papier, etc. Dans d'autres cas, ce sont les prisons elles-mêmes qui produisent, par exemple de la sauce de soja, des gâteaux, des poteries, etc. Et les prisonniers participent aussi au nettoyage, à la préparation des repas, aux lessives, etc. Il existe des programmes d'éducation professionnelle dans les prisons. On peut par exemple être formé en cuisine ou en informatique. Et pour certains détenus dont le risque de récidive est estimé faible, il y a des possibilités de travailler à l'extérieur, par exemple dans des fermes, en journée, et de revenir passer la nuit en prison. Les objectifs du travail des détenus, c'est tout d'abord les occuper, ensuite préparer leur réinsertion sociale, réduire le coût d'entretien des prisons aussi, et de permettre aux détenus d'économiser, mais il faut dire que ce qu'ils reçoivent en retour, c'est vraiment minime. Alors, en ce qui concerne la réinsertion sociale, en tout cas, il n'y a pas de travail obligatoire à trouver avant la sortie. C'est même assez difficile de trouver du travail à la sortie, puisque des discussions que j'ai eues avec des ONG de défense des droits de l'homme à Taïwan, la réinsertion sociale, bien que ce soit affiché comme l'un des objectifs du gouvernement, au-delà des discours, il y a relativement peu de moyens qui sont consacrés à ça. Et donc, dans la réalité, la situation est difficile pour un détenu qui sort de prison. Il y a quand même une association qui s'appelle Taiwan Aftercare et qui peut aider les détenus à trouver un emploi, à se former ou qui donne aussi des conseils pour surmonter la stigmatisation sociale. Je vais vous parler aussi un petit peu de mon expérience puisque j'ai pu visiter une prison à Taïwan il y a une dizaine d'années avec des ONG et des juristes européens venus pour des échanges. Je ne sais pas, Valentin, si tu as eu l'occasion d'entrer dans une prison dans ta vie ? Non, je ne suis jamais allé dans une prison, mais justement cette semaine, je suis allé à l'immigration pour refaire un document et j'ai croisé des prisonniers. Ils devaient faire, alors c'était peut-être pour des documents pour eux, pour des Taïwanais, hein, je ne sais pas si c'était des prisonniers, enfin des détenus étrangers ou non, mais ils avaient l'air, ils avaient les pieds et les mains, les pieds et les mains menottés et un gros dispositif de personnes autour. Donc, et pourtant, ils étaient juste dans un petit wagonnet, c'est pas les blindés comme on les voit, mais c'était assez impressionnant. Alors, de mon côté, évidemment, j'ai été marquée par cette visite. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à oublier, même si c'est pas facile à décrire. Et on a vu aussi le quartier des condamnés à mort, en fait, le couloir de la mort. Alors, tout d'abord, j'ai vu les prisonniers travailler. Ils faisaient vraiment du travail très facile, par exemple plier du papier pour en faire des enveloppes. Mais ce qui m'a choquée, c'est que quand on est passé à côté de la salle, ils ont dû enfuir leur tête dans leurs bras croisés sur la table parce qu'ils avaient reçu comme consigne de ne pas regarder dans les yeux les visiteurs. Et en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et j'ai trouvé cette consigne un peu déshumanisante. C'était vraiment bizarre de passer à côté de la salle sans pouvoir échanger un regard avec les prisonniers. Et je peux confirmer, c'était pareil pour les détenus ouais que j'ai croisés. Le regard vers le bas, ils ne regardent pas les gens. D'accord. Et ce que je retiens aussi, c'est que la salle du psychologue,
J'ai appris en fait que les prisonniers étaient assis à plusieurs sur un banc et discutaient en groupe avec le psychologue. Par manque de personnel, il ne peut pas avoir des séances individuelles. Alors, on imagine quand même que des séances collectives, ça doit vraiment pas être facile pour les prisonniers pour se confier. Ensuite, dans le quartier des condamnés à mort, on a vu un prisonnier qui faisait de la calligraphie. Et lui, contrairement aux prisonniers de droit commun, il a pu nous jeter un regard, même si on n'a pas eu le droit de lui parler. Et je dirais qu'il avait un regard plein d'espoir, et il faut préciser que c'était un condamné à mort dont les ONG pensaient justement qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire, et elles militaient pour que son procès soit réexaminé. Car à Taïwan, comme dans tous les pays où il y a encore la peine de mort, il y a des erreurs judiciaires, et donc parfois il y a des personnes qui passent 20 ans derrière les barreaux alors qu'ils sont innocents avant d'être libérés. On avait d'ailleurs consacré quelques décryptages, on vous remettrait les liens sur la page de cette émission. Alors, j'ai vu aussi le lieu où les prisonniers étaient exécutés. Et donc, en général, le condamné à mort n'est pas prévenu à l'avance. Et la plupart sont emprisonnés entre 10 et 30 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécutés. Et ils sont vraiment très stressés tous les jours parce qu'ils se disent que ça peut être potentiellement leur dernier jour. Donc, après avoir pris un dernier repas, le condamné à mort est couché sur le ventre sur une petite butte en terre. Et en fait, à l'époque, en tout cas c'était comme ça à l'époque, il était exécuté d'une balle dans la nuque. Et je me dis, ça doit être très traumatisant pour le bourreau également. Alors pour compléter ça, je vous parle aussi du rapport de l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, qui a mené des entretiens en 2025 avec les condamnés à mort et avec les prisonniers à perpétuité. On avait aussi d'ailleurs consacré quelques décryptages. Dans cette étude, on apprend que les conditions de vie dans le couloir de la mort, où il y a une quarantaine de personnes actuellement, sont très difficiles. Donc, ils vivent dans des espaces exigus. Ils n'ont presque pas la possibilité de recevoir des soins médicaux hors de la prison, même si ce serait nécessaire parfois. Les consultations psychiatriques sont trop courtes et superficielles, alors que de nombreux condamnés à mort souffrent de dépression. La nourriture est suffisante, mais les autorités pénitentiaires ne tiennent pas compte du fait que certains prisonniers ont du diabète ou qu'ils n'ont plus de dents, par exemple. Ils doivent s'acheter eux-mêmes des vêtements et les produits de première nécessité. Or, contrairement aux autres prisonniers, la plupart des condamnés à mort ne peuvent pas travailler dans les ateliers de la prison. En fait, il y a eu un amendement à la loi en 2000 qui le permet, mais la plupart des prisons ne les autorisent quand même pas à travailler, parce qu'ils sont considérés comme, entre guillemets, en attente d'être exécutés. Et ils doivent donc compter sur l'aide financière de leur famille, alors que la plupart des condamnés à mort sont issus des classes les plus pauvres. Et les réponses qu'ils ont données montrent une grande amertume, justement, de ne pas pouvoir se rendre utile en travaillant ou en étudiant pendant leur temps en prison. Ils ont l'impression d'être un fardeau pour leur famille, et ils sont nombreux à vouloir gagner un peu d'argent pour le verser, en fait, aux familles des victimes. Et la plupart des Taïwanais, me disait la personne de l'ONG, pensent que les condamnés à mort sont bien nourris et logés en prison, qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire, mais en réalité c'est tout l'inverse. Et certains d'ailleurs ils n'en peuvent plus et ils ont écrit au ministère de la Justice pour demander à être exécutés au plus vite. Et il y a eu aussi des tentatives de suicide malgré la surveillance permanente. Alors pour conclure, on peut dire que pour les prisonniers de droit commun et pour les condamnés à mort a fortiori, il y a une grande marge de progression à Taïwan dans les prisons, surtout aussi en ce qui concerne leur éventuelle réinsertion sociale pour les prisonniers de droit commun, même si ce n'est pas un problème qui est unique à Taïwan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce vaste sujet. Merci beaucoup pour cette question en tout cas, Jacques-Augustin. Merci beaucoup. Et comme on parle de détenus, quand on dit les détenus, on dit attrapés. Et donc là, ça va être une transition un peu bizarre, mais on va parler de machines à grappin. D'accord. Donc, une autre façon d'attraper des choses. Ah oui, non, mais c'est différent quand même. Très différent. Et donc, c'est une question de François Tijoux qu'on a eue sur Facebook. C'est assez rare, nos questions encore sur les réseaux sociaux. Je vous invite à faire des questions plus souvent. On peut aussi répondre à travers le courrier à ces questions. Et qui demandait si quelqu'un pouvait lui expliquer le modèle économique du genre de commerce que sont les machines à grappin. Et c'est en réaction donc à notre sujet Facebook spécifique sur la nouvelle loi qu'a imposé Shinju sur les machines à grappin.
tu as peut-être vu passer. Oui, On l'a oui, passé je aussi sur notre site internet. Il faut savoir que j'ai regardé, en fait, le nouveau Taipei avait déjà mis ça en place, je crois, il y a 2 ans environ. Mais c'était 50 mètres. Voilà, Hsinchu, c'est 100 mètres. L'interdiction des machines à grappin autour des écoles. Autour des écoles, D'accord. des établissements scolaires, voilà. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Et donc on va répondre. Le modèle économique, c'est quand même assez complexe. Il y a pas mal de choses à dire en fait, parce que un modèle économique, faut vraiment prendre l'ensemble du système pour comprendre comment ça fonctionne. Donc faut savoir comme qu'à Taïwan, les machines à grappin, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Ces dernières années, ouais, ça a apparu comme des champignons alors qu'il n'y en avait pas avant. Mais, voilà, et c'est un peu générique un peu à l'Asie en général. Hein. Au Japon aussi. Au Japon, en Corée du Sud, même en Asie du Sud-Est, etc. Il y a quand même beaucoup de boutiques de machines à grappin qui sont apparues. Et c'est justement en lien avec ce modèle économique en fait que c'est apparu, parce que ça ne demande pas un énorme investissement. Et c'est venu surtout à l'époque où le Covid a frappé et que beaucoup de commerces ont fermé et que les propriétaires ont dû exploiter en fait cet espace. Et le plus simple et le plus rapide, c'était les machines à grappin. D'accord, mais du coup, ils louaient à d'autres entreprises ou c'était carrément eux-mêmes, les restaurateurs ou quoi, qui fermaient, qui ouvraient leur propre magasin de machines à grappin ? Les machines à grappin, ça reste un business entre gens qui sont du métier un peu. Oui, parce qu'il faut connaître, je pense. Oui, après, c'est pas une formation très complexe. Hein. Pour avoir déjà été dans une usine qui fabrique ce genre de machines en Chine, on m'avait formé sur tout le système. C'est pas très compliqué, c'est juste un réglage. Après, tu branches ta machine, t'as un catalogue avec les produits que tu dois acheter, que tu dois réapprovisionner dans ta machine à grappin, et c'est fini. Hein. En termes de gestion, c'est très très simple. D'accord. Et c'est pour ça qu'en période de Covid, où tu peux pas sortir, où tu dois pas avoir d'interaction avec les gens, c'était très prisé. Parce que c'était un modèle où tu n'avais pas besoin de gens qui gèrent le business, et donc il n'y avait pas de mesures restrictives en termes de contamination. Je comprends mieux pourquoi c'est apparu soudainement il y a quelques années, du coup. Voilà, c'était vraiment pour remplacer les commerces qui fermaient vraiment en grande quantité. Moi, je me souviens qu'au marché de Cheline, il n'y avait que ça à un moment, par exemple. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous en parler. On va aller un petit peu plus dans le détail. Alors, il faut savoir qu'à Taïwan, une tentative pour attraper, c'était environ entre 10 et 20 dollars en moyenne pour les parties normales, entre guillemets, c'est-à-dire entre 30 et 60 centimes d'euros. Et c'est un montant volontairement bas afin de réduire la perception du risque et d'encourager la répétition des tentatives. La rentabilité ne repose donc jamais sur un gain ponctuel important, mais sur l'accumulation des micro-paiements, sachant que en général les gérants reviennent toutes les heures à peu près renouveler et remettre à jour les compteurs. Parce qu'en fait, quand vous mettez une pièce, il y a un comptage c'est obligatoire en fait par la loi taïwanaise. Vous êtes obligé de compter en fait le nombre de parties tentées depuis la remise à zéro. Et donc en fait, le but en fait, c'est d'arriver au chiffre maximum. Cela fait partie aussi du modèle, c'est que vous avez un chiffre maximum auquel vous avez des tentatives illimitées pour essayer d'attraper votre lot. C'est obligatoire par la loi à Taïwan. Il y a peut-être certaines machines à Taïwan qui ne le font pas, mais en général, ça doit être indiqué. C'est quand même assez encadré, ces machines à grappin. Et vu la quantité, je peux comprendre que c'est un peu encadré. Et donc, le modèle, c'est ça en fait. Ils font un prix, le prix d'achat du produit x3 en moyenne. Donc par exemple on va dire une canette de coca. Si vous avez une canette de coca, ça vous coûte normalement 20 au commerce. Il vous faudra dépenser 60 dollars taïwanais dans la machine pour pouvoir avoir à coup sûr votre canette de coca. D'accord, je vois. Okay. C'est pas très rentable en fait pour celui qui joue. Mais... Après, si celui qui joue a directement la canette de coca en un coup, c'est rentable pour lui parce qu'il l'a en moins cher. Oui, mais il fallait réussir du premier coup, quoi. Voilà, et c'est là que tout se joue, parce qu'au final, le jeu de la machine à grappin, c'est d'essayer de l'avoir le plus vite possible et avec le moins de coups possible. Il y a des techniques, il y a des façons d'un peu contourner les règles, parce qu'en fait, le grappin n'attrape l'objet qu'à partir du moment où vous avez dépassé le seuil, en fait. Donc c'est ça aussi dont je voulais parler. Alors après, en termes de propriétaire, il faut savoir donc que en moyenne, une machine fait entre 2000 à 4000 dollars taïwanais de chiffre d'affaires brut par machine. C'est-à-dire environ 60 à 120 euros. Tout en sachant donc que chaque lot
a vraiment sa manière de fonctionner. Bien sûr, quand vous avez des très gros lots, des fois c'est juste une énorme peluche dans une machine. Cela vous demande beaucoup plus de coûts pour pouvoir y arriver. Et le renouvellement, la remise à zéro est aussi plus lente. C'est-à-dire que vous avez une énorme peluche qui vaut peut-être à l'achat pour le propriétaire, je sais pas, qui vaut peut-être 50, 100 euros. Et pour y arriver, il va vous falloir au moins 200, au moins 4000 à 5000 tentatives. D'accord. Voilà, c'est pour vous dire, il y a des trucs comme ça où c'est vraiment extrêmement difficile à avoir et c'est fait pour. Hein. Sachant qu'à chaque fois que c'est remis à zéro, en fait, c'est d'autant plus gagné pour le gérant. Donc il faut quand même qu'il vienne régulièrement pour remettre à zéro ces machines et être sûr qu'il n'y ait pas eu de lot de gagné entre temps. Voilà. Alors, on va dire qu'il y a deux modèles, deux types de profils de gérants de machines à grappin. Il y a les gérants de salle, pour commencer. Et donc, c'est l'acteur le plus capitalisé du système, celui qui gagne le plus d'argent. Hein. Il investit principalement dans l'infrastructure et raisonne en revenus locatifs automatisés. L'investissement initial, c'est environ 30 à 50 machines et c'est entre 500 000 et 1 million de dollars taïwanais, hors loyer, c'est-à-dire entre 15 000 et 30 000 euros. C'est un gros investissement, mais bon, c'est 30 à 50 machines. Alors ce montant couvre l'achat ou la rénovation du local, l'installation électrique et du réseau, la climatisation, la vidéosurveillance, les machines non louées et les revenus mensuels. C'est-à-dire que même si tu as 30 à 50 machines, elles sont peut-être pas toutes dans la salle, parce qu'en fait, je vais vous expliquer plus tard, il y a un autre profil qui existe en fait là-dedans, c'est ceux qui louent la machine ou qui achètent la machine à l'unité et qui gèrent leur machine à eux. Ah d'accord. Donc c'est des très petits investissements, hein. On parle de 40 000 à 50 000 dollars taïwanais pour une machine et qui est rentabilisée dans l'année. Voilà. Donc c'est le deuxième profil. Pour vous donner un peu un autre chiffre, une machine est louée, si vous ne l'achetez pas, elle est louée entre 3 000 et 6 000 dollars taïwanais par mois. Ça fait entre 90 et 180 euros. Les chiffres estimés sont pour une salle de 40 machines avec un revenu de 4 500 dollars taïwanais en moyenne par mois. Donc si vous la louez 3 000, ça va. Si vous la louez 6 000, ça va pas. Mais bon, c'est ça. Je pense qu'en général, quand vous la louez 6 000, les revenus sont quand même plus importants. C'est la moyenne 4 500 dollars taïwanais. Et donc ça fait à peu près pour le gérant 180 000 dollars taïwanais de revenus mensuels fixes. Ça veut dire, ça fait quand même un gros chiffre. Ça fait un beau salaire, hein, 180 000. Bon, après, il y a les taxes, etc. Mais c'est quand même pas mal. Hein, c'est largement au-dessus de la moyenne des revenus taïwanais. Donc, il y a quand même... c'est quand même assez rentable. C'est pour ça aussi qu'on en voit beaucoup. T'aurais presque pu faire un un épisode de graines de business là-dessus. Hein. Bah oui, mais voilà, c'est une question qu'on nous a posée sur... oui, non, mais je rigole. Après, c'est vrai que sur graines de business, je préfère parler des entrepreneurs que des modèles économiques. Oui. Mais voilà. Alors, il est estimé que dans une salle qui fonctionne bien, avec beaucoup de passages, etc., que la marge nette du gérant peut atteindre 40 à 60%. Juste le gérant, c'est-à-dire que, comme on dit, il y a des locataires qui gèrent le contenu, mais lui, juste en gérant la salle, il peut gagner jusqu'à 60% de ce qu'il investit tous les mois. Donc c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de business où on gagne plus de 20-30% de ce qu'on investit. Donc c'est quand même un très beau modèle, hein, et on comprend encore une fois, je le répète, pourquoi il y en a autant à Taïwan, même si du côté des utilisateurs, on ne trouve pas trop l'utilité de ce produit. Et puis même, moi personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je ne suis pas forcément représentative. Je vois rarement des gens, en fait, dans ces salles de machines à grappin. Enfin, ou alors je vois une ou deux personnes, mais ce n'est pas la ruée, quoi, en tout cas. Donc j'ai du mal à m'imaginer comment on peut gagner autant d'argent avec ça, mais bon. Oui. Et là où c'est intéressant et pourquoi il y a des gens qui utilisent ça, c'est que ça peut vous faire gagner quand même jusqu'à 10 000 dollars taïwanais par mois de revenus nets. Certaines machines sur les endroits les plus fréquentés avec les bons produits, il y a certaines machines qui font 40 à 50 000 dollars taïwanais de chiffre d'affaires. Alors vous avez le coût, la location, les stocks à payer, etc. Mais ça fait quand même 50 000 dollars taïwanais par mois et tout le reste c'est dans votre poche. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Quand vous avez tout payé, il vous reste 20-30 000 dollars taïwanais dans la poche, ça fait quand même un bon bonus. Et donc si vous avez 2-3 machines tout de suite,
vous allez peut-être arrêter de travailler rapidement parce que c'est quand même une gestion quand même très, très facile. Hein. Vous avez besoin de peut-être 2-3 heures par semaine à vous investir dans cette machine et puis vous êtes bien. Voilà. Par contre, il faut savoir que tout réside dans le choix du produit. Et c'est là où vous faites vraiment soit 0, soit 50 000 $ taïwanais. Ah ouais, moi je pensais que c'était aussi dans l'emplacement. Moins, mais c'est surtout le choix du produit. Et si vous prenez un produit trop facile à attraper, vous allez faire des marges très faibles. Parce que ça va être des petits produits, des produits qui c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Hein. Plus vous avez un produit à faible valeur, moins vous gagnez dessus en produit brut, en revenu brut. Donc c'est compliqué. Et plus il est difficile, moins les gens vont vouloir y jouer. Donc il faut savoir trouver le produit qui challenge un petit peu, mais pas trop la population pour que les gens aient envie d'y aller et qu'ils s'intéressent surtout à essayer d'attraper. Des fois, ça peut être des produits difficiles, mais les gens ont tellement envie de l'avoir parce que c'est quelque chose de collection que les gens veulent vraiment obtenir. Et là, ça peut quand même susciter un certain acharnement de beaucoup d'utilisateurs s'il est difficile à attraper. Voilà. Alors, par ailleurs, j'aimerais quand même parler un petit peu des dérives de cette pratique. On a vu que certaines personnes avaient essayé peut-être, alors je mets beaucoup de conditionnels, de mettre des animaux vivants dans les machines. Alors techniquement, de ce que j'ai vu et ce qu'on avait vérifié avec Meg cette semaine en parlant, c'est que c'est plutôt des bombes dans des animaleries en fait. C'est-à-dire que vous prenez juste une boîte avec une photo d'un animal dessus et vous allez dans une animalerie, vous pouvez récupérer l'animal. Ah oui, non, oui, ça... C'est déjà pas terrible, hein, franchement. Non, mais ça me rassure quand même. Mais c'est un peu mieux quand même que d'avoir l'animal dans la machine directement. C'est pas possible. Mais c'est pour ça, mais même ce genre de pratique est pas très... elle peut même pas trop accepter... par le gouvernement, par les autorités locales. Oui, parce que imagine, tu voulais un chat et en fait tu tombes sur un chien, donc bon après c'est un peu... Surtout que là c'est pas que des chats et des chiens, hein, c'est des tortues, des migales et des serpents aussi. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. C'était aussi pour cette petite anecdote. Et il y a aussi, tu me parlais de choses un peu bizarres où ça peut être juste des frontes pour d'autres activités moins légales. Donc, après, on n'a pas de preuves. Hein, on n'a pas de preuves. Il doit y avoir des histoires. J'ai pas relevé, mais je sais qu'il y a aussi ce problème-là avec ces boutiques-là. C'est et donc peut-être ça, aussi c'est une autre pour histoire. Ça que il y en a autant. Il y en a autant, et puis que le gouvernement souhaite qu'il n'y en ait pas trop autour des écoles. Voilà, peut-être. Aussi. Voilà, ça rapporte peut-être une population un peu moins sympathique pour les collégiens ou les primaires. Voilà donc pour cette histoire du machine à grappin. Je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionnait maintenant. Je pense que c'était assez clair. Oui. Et je vous remercie donc d'avoir suivi Radio Taïwan International pour cette émission. Et je remercie encore François Tijoux pour sa question. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou sur d'autres moyens que les plus traditionnels, email ou courrier. Voilà, c'est déjà la fin de ce courrier des auditeurs. C'est en compagnie de Valentin Floquet. Et de Sasa sur Radio Taïwan International. Et une bonne journée à tous. Au revoir. Et à la semaine prochaine. En attendant, continuez à nous envoyer plein de questions. À très bientôt. Bonjour.